À Tahiti, dans le Pacifique, il est un petit poisson de la famille des gobidés appelé Ina, qui fait l'objet d'une pêche traditionnelle artisanale depuis des générations. Or, cette pêche spontanée, peu réglementée et peu encadrée, intéresse aujourd'hui les scientifiques qui n'avaient jamais étudié le Ina, mais se demandent désormais si sa pêche fait peser ou non une menace sur la pérennité de ce poisson si particulier. C'est des poissons qui sont assez fascinants parce que c'est le groupe le plus important qui a colonisé tous les systèmes insulaires dans toute la région Indo-Pacifique. Ils ont des couleurs qui sont assez fabuleuses, qui sont très chatoyantes. Les mâles sont toujours très colorés. Ils ont développé des particularités biologiques qui sont assez incroyables. Ce sont des poissons qui ont un cycle de vie que moi personnellement je trouve fascinant. Ce sont des poissons migrateurs, donc ils vont passer une partie de leur vie en rivière et une partie de leur vie en mer. Donc les adultes vivent en rivière, ils se reproduisent en rivière. Et à l'éclosion, les larves, elles sont entraînées vers la mer. Et là, elles vont passer plusieurs mois en mer, mais on ne sait pas très bien où. Et à certains moments de l'année, ces larves reviennent en rivière et c'est à ce moment-là qu'elles sont pêchées par les communautés de pêcheurs. Donc là, généralement, ils pêchent, on va dire, à peu près du banc de sable sur ce cours d'eau. Et c'est vraiment, on va dire, la rencontre entre l'eau de mer et l'eau douce. C'est à cet endroit-là qu'ils vont vraiment se concentrer pour pouvoir localiser le poisson et le pêcher quand il est présent, quoi. Dès qu'il y a recrudescence auprès des embouchures, en fait, on l'a toujours pêché. En fait, c'est un poisson qu'on mange. En fait. Et vous savez, ce poisson Ina, il a une qualité spéciale entre tous les poissons. Quand ils arrivent là, le premier truc qu'ils vont, c'est l'arrivée. Ils ne vont pas se balader comme ça pendant 3 jours. Quand ils arrivent là, c'est direct dans la rivière. Là. Mais pour l'avoir, c'est pas facile. Il faut vraiment étudier par année pour pêcher le Ina. Si tu ne sais pas, personne ne peut avoir la quantité. C'est carrément une pêche de technique, c'est étudié tant d'années. C'est une pêche pratiquée uniquement soit avec des épuisettes qui sont tenues à la main, ou alors c'est un filet qui est manœuvré par 4 à 5 personnes. Ils ont une vision qui est très pointue. Quand on a le Ina, ça gagne bien. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le poisson le plus cher, c'est le plus luxe. Ça leur apporte un petit revenu complémentaire. C'est souvent aussi pour faire un peu la fête avec les amis, avec la famille. La particularité de cette pêche, c'est qu'elle intervient à un moment très précis du cycle biologique de l'espèce. Puisque ces post-larves qui arrivent sont les futurs adultes qui vont rentrer dans la rivière et qui vont pondre et donner les nouvelles générations, évidemment, plus on prélève dans l'estuaire, moins il y aura de reproducteurs dans la rivière, donc potentiellement il y aura moins d'individus pour les pêches suivantes. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune quantification, on ne sait pas la quantité d'Ina qu'on pêche, on n'a aucune gestion de cette ressource. C'est pour cette raison que le Ina attire aujourd'hui l'attention de scientifiques qui cherchent à déterminer s'il se trouve ou non en danger. Réunis autour de cette question, des écologues et des biologistes du Muséum d'histoire naturelle de Paris font équipe avec des scientifiques tahitiens et néo-zélandais pour se pencher sur ce poisson jamais étudié auparavant en Polynésie. Et tout commence avec Virginie Mazel, chargée de collecter des échantillons à Tahiti pour le bien de ce projet, mêlant biologie et génétique. On sait qu'on a 2 espèces qui sont comprises dans les Ina, donc Sicyopterus lagocéphalus et Sicyopterus pugnans. L'une des deux étant endémique et par conséquent plus menacée que l'autre. Là, on se concentre vraiment sur mieux comprendre le cycle de ces poissons. On essaie de comprendre en fait comment ces post-larves naviguent quand elles sont en milieu marin. Donc l'étude des courants, l'étude de ce qui se passe en mer est quand même très importante. Pour savoir combien de temps la larve va passer en mer, en fait on se base sur l'étude d'une petite structure qui est dans le crâne du poisson, dans l'oreille interne, qu'on appelle l'otolithe. C'est comme une boîte noire, c'est-à-dire que cet otolithe, il enregistre tous les milieux traversés par la larve pendant son voyage en mer. Si on coupe l'otolithe comme on pourrait couper un tronc d'arbre, on voit des stries sur cet otolithe. En comptant les stries, eh bien, on est capable de donner l'âge du poisson, donc l'âge de la larve, le nombre de jours qu'elle va passer en mer. Donc ça va nous servir à plusieurs choses, c'est savoir si la durée est variable au cours de la saison, d'une part, d'autre part, à rentrer comme donnée d'entrée dans les modèles de dispersion marine.
Et après, où ils partent, aujourd'hui on ne le sait pas dans le Pacifique, puisqu'il n'y a aucune étude qui a été faite. Et ça, c'est aussi intriguant. On n'a jamais réussi à capturer ces poissons-là en mer. On a fait plusieurs campagnes en mer. On ne les a jamais capturés en mer. Donc, grâce à Ketapu, on peut modéliser les trajectoires de migration qui sont empruntées par les larves pendant leur phase marine. Et surtout, voir les zones où vont se retrouver le plus loin et s'il y a aussi des connexions avec les autres îles du Pacifique. Et est-ce qu'une larve qui serait pondue dans une rivière de Tahiti pourrait aller coloniser Bora Bora ou une autre Raiatea ou une autre île distante? C'est la génétique associée au modèle de dispersion marine qui va nous permettre de répondre à cette question et qui est relativement important en termes de gestion. Puisque s'il y a une surpêche à Tahiti, mais qu'on a un apport permanent de l'extérieur, des îles Salomon, d'autres îles de la région, on peut se dire que si on veut arriver à gérer l'espèce et qu'on prend quelques mesures, même succinctes, dans toutes les régions du monde, l'espèce, elle n'a aucun problème. Mais si elle est surexploitée partout, et si les spécimens qu'on capture à Tahiti ne sont nés qu'à Tahiti, à ce moment-là, si la surpêche est importante à Tahiti, au bout d'un moment, il n'y a plus aucun spécimen qui rentrera dans les rivières de Tahiti. Si la population, par exemple, de Tahiti, elle communique avec personne d'autre, c'est-à-dire que son stock doit être vraiment préservé parce qu'il n'y aura pas possibilité, si jamais il y a un souci à Tahiti, que la population de Tahiti soit réalimentée par des populations voisines. On reconnaît tous que la nature en fait rend service à l'homme. Et là, c'en est un exemple typique puisqu'on a une pêcherie qui aide beaucoup les populations locales à avoir une pêche de subsistance qui complète un peu d'autres revenus. Et l'objectif, en fait, justement, c'est vraiment d'apporter des éléments qui puissent permettre de mettre en place une gestion qui soit adaptée et durable. C'est-à-dire en fait qu'on puisse maintenir des populations en bon état dans les rivières, tout en permettant aux familles qui exploitent et qui exploitaient déjà depuis très longtemps cette ressource de continuer à l'exploiter. Si on peut lancer un suivi à long terme, sur plusieurs années, c'est un travail considérable. On pourrait également documenter l'effet du changement climatique sur la dispersion des larves de ces espèces. Il y a une réelle opportunité d'élargir ce projet à une région. Nous, ce qu'on souhaite, c'est poursuivre ce travail, d'accompagner nos partenaires pour préserver la ressource et protéger les générations futures. Les premiers résultats génétiques du projet indiquent que le stock présent à Tahiti ne bénéficie pas d'apport extérieur, ce qui rend d'autant plus crucial le besoin de mise en place d'une gestion des INA propre à Tahiti pour ne pas mettre en danger ce trésor polynésien. Une gestion qui devra se faire en concertation avec les pêcheurs eux-mêmes, car ils sont les meilleurs garants de la durabilité de cette pêche ancestrale.